On ne mesure pas assez à quel point il y a une différence entre s'alimenter et se nourrir. S'alimenter, c'est se remplir. Se nourrir, c'est s'élever. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose qui est bon, qui est fait avec soin et de la qualité, ça nous cultive. On retourne à Atlanta ? Ouais. Ouais, on a fait que des flashbacks, on voyage, hein. C'est génial. Je suis un digresseur. Ouais, médaille d'or de digression. Ok, je suis médaille d'argent. Et du coup, combien de temps tu restes là-bas ? Je reste 3 ans. Ah oui, donc ça a été un vrai pan de ton... 2 ans chez Seegers, donc avec Gunther. Et puis ensuite, je décide de partir. Et je me fais rattraper par un des distributeurs de vin qui me dit ouais, tu sois notre fine wine spécialiste là-bas. Et là, en fait, je découvre la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, d'aller, et puis en plus, voilà, quand tu es français, l'autorité, d'entrée de jeu, les gens me font confiance, et je me régale, et puis je vois une autre forme de travail, je reste dans le vin, dans ma passion, c'est formidable, c'est excellent. Après, après ça, il y a le 11 septembre. Et là, privé d'avion j'avais pas l'intention de rentrer, mais tu mesures à quel point tu es loin de chez toi. Donc je décide de rentrer, en France. Ouais. Et c'est là que je veux m'installer dans le sud de la France, parce que quand j'avais mis des images de l'île sur la Sorgue dans ma chambre. Aux US ? Ouais. Ouais. Et donc tu t'es dit, je retournerai dans le sud. Ouais, Okay. Oui, la vallée du Rhône, c'est la maison, hein, d'une certaine manière. Je n'avais pas envie de retourner à Paris, j'avais l'impression que c'était une espèce de retour au point de départ, etc. Et puis donc c'est là que je prends le poste de chef sommelier au Clos de la Violette. J'y fais 1 an et demi, et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je suis plutôt en dépression. Parce que je rêve que d'un truc, c'est qu'on vienne me rechercher. Parce que là, tu découvres un nouveau travail, là aussi, une nouvelle... Non, je retourne en sommellerie, mais vous passez du stade de Superman à l'état de Krypton. C'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis, tu es une référence, tu es l'autorité, même si je n'aime pas l'autorité, Oui, tu es quelqu'un, tu arrives en France et tout le monde s'y connaît en vin, et puis voilà. Enfin, et ouais, c'est pas du tout tu redescends de standing ou de statut ou... Superman sur Krypton. Ouais. Tout le monde. T'es comme tout le monde. Et en fait, je suis plus heureux. Bon, je rencontre vraiment... je travaille avec celui que j'appelle mon frère d'armes, Jérôme, et qui, lui, m'aide à tenir. Et on a un binôme de salle. Parce qu'on galère, hein, c'est dur, hein, c'est hyper dur, on fait des heures de fou, c'est intenable. Et vraiment, c'est le binôme à watch your back et watch mine. Ouais. Et je tiens bien comme ça. Et puis je décide de sortir de ça, et en fait, je postule au château de Beaucastel pour m'occuper des visites. Aussi parce que je suis marié, et on a envie d'avoir des enfants. Et la restauration à ce stade-là... Tu veux te poser, un peu. Je veux être là pour eux. Je veux être un papa présent et pas juste arriver et les voir dormir. Parce que c'est ce que j'ai vu avec Jérôme. Ouais, je comprends. Jérôme, sa fille, il ne la voyait limite qu'endormie, quoi. Non, moi j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être avec mes enfants le papa que moi j'ai eu la chance d'avoir. Mon père n'était pas toujours très présent, mais le chahut, le jeu... Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, je suis pris au château de Beaucastel et j'y resterai 5 ans. Je vais faire 6 millésimes. C'est une belle... Toi qui aimes cette région-là, tu es quand même dans une... C'est sublime. Bah oui. C'est sublime. La cave est extraordinaire, les vins sont magnifiques, la diversité des cépages. Je m'amuse à faire goûter les cépages séparés, je les assemble, je fais mes propres assemblages avec les visiteurs. Je fais vivre des choses. Et là, je reviens exactement, on est dans le théâtre et dans la mise en scène, etc. Et je fais 4 one-man shows par jour, d'1h30. Ouais, c'est ça. Il y a un côté théâtral qui est vachement oui. storytelling et tout, mais du coup, tu dois t'éclater, toi, du coup. Ah oui, je me régale. Ouais.
Je me régale. En plus, ils sont tellement sollicités qu'ils ne peuvent pas être partout, donc ils m'envoient à l'étranger. Je vais aller en Norvège, je vais aller en Angleterre, hein, énormément. Je vais aller en Allemagne, énormément. Je vais aller en Autriche, je vais aller en Belgique, beaucoup. Et je porte. Et moi, j'ai une ambition, c'est de faire oublier que je ne suis pas le vigneron. Il ne faut surtout pas que les gens pensent que c'est pas moi qui fais le vin. Jamais je dis je fais. Jamais je m'approprie leur travail. Je dois réussir à présenter les choses d'une manière où la personne puisse se dire mais j'aurais pas pu être mieux accueilli, on n'aurait pas pu mieux me raconter ou mieux me présenter l'histoire. À tel point qu'il y avait même des vignerons à Châteauneuf qui pensaient que j'étais un des fils Perrin. Mais après, voilà, maison incroyable, vraiment. Et toujours très proche. J'aime bien garder le lien avec les gens avec qui j'ai travaillé. Parce que quand tu donnes avec ce niveau-là d'implication, d'intensité, de dévouement aussi, tu peux, comme une histoire, tu sais, comme une histoire d'amour, c'est pas ah non, je ne peux jamais jouer de voir, etc. J'arrive pas. Pour moi, c'est pas possible. Et je trouve que voilà, il y a toujours de la beauté dans une histoire. Oui, bien si sûr. on peut la préserver, si on la perd un temps et qu'on la récupère, c'est formidable. Mais il faut pouvoir un jour s'accrocher à ce qui était beau. Sinon, c'est triste. Et à ce moment-là, c'est du temps perdu. Ouais. Donc tu t'éclates là, 5 années, 5 années géniales. Ouais. Et puis là, je décide de partir. Et là, l'agent. Donc là, on est quoi? On est pratiquement 2008. Et là, il y a l'agent de Beaucastel qui m'a déjà rencontré plein de fois, qui me connaît bien. Entend parler du fait que j'ai annoncé à François Perrin que j'avais fait le tour et que je voulais partir ailleurs, parce que c'est toujours bien partir. Ouais. Ça, c'est hyper important. Conseil pour les jeunes. Ouais. Ce monde est trop petit. Trop petit. C'est ça. Ne jamais te. Ouais, bien sûr. Puis voilà, c'est du respect. Il faut savoir partir. Ouais. Moi, j'essaye toujours de faire les choses bien. Ouais. Et parce que si j'aime pouvoir revenir. Et puis voilà, tu t'attaches aux gens. Bien sûr. Bien sûr. Et donc là, en fait, Thierry Billard, qui est un des plus beaux marchands de vin, agents du sud de la France, l'apprend et me contacte et me dit écoute, tu connais super bien Beaucastel, tu connais aussi très très bien les vignerons que je représente. Alentour. Rejoins l'équipe, viens. Et donc là, en fait, pendant 9 ans, je vais distribuer les vins en m'occupant de tout le delta du Rhône, on va dire de Valence jusqu'à Marseille, à vendre du vin dans les plus grands restaurants. Donc tu es commercial, sans vouloir... Oui, non, mais, même si je suis toujours le sommelier de partout où je vais, je suis... Tu es avec la mallette et tu dis voilà ce que j'ai à te faire goûter. Voilà, les vins, essayer de faire ouvrir l'esprit, dire tiens, essaye ça, tu vas voir, c'est les retours clients, génial. Et voilà, et c'est un autre métier. C'est ce que j'allais te dire, tu découvres un nouveau métier du coup. Oui, et franchement, j'ai adoré le faire. En plus avec eux, parce que grand dégustateur. Et tu vends des belles maisons? Des bons... Les meilleurs. Ouais. Ah ouais. Rhône, Bourgogne, machin, enfin je veux dire, voilà, on distribue la Grange des Pères, Montcalmès, le Clos Rougeard, Didier Dagneau, toutes les stars. On a peu de champagne, on a que la maison Henri Giraud, et ensuite tout le reste ce sont des vignerons, alors que n'importe quel agent construit son revenu sur le champagne. Nous, on est hors cadre, on est hors là, tu nous as dit, donc tu as du Rhône, tu as de la Bourgogne, tu as de la Loire, tu as toutes les régions. Quoi. Et moi, je suis un sommelier. J'ai une carte des vins et puis je joue et je m'adapte à chaque client et chaque client est une table. Parce que si je vais à un caviste, un bar à vin, un restaurant gastronomique ou un bistrot, c'est pas les mêmes besoins. Donc je dois toujours m'adapter et proposer ce qui est approprié. Ouais. Et donc vraiment grand plaisir. Et puis après je rencontre Franck Thomas qui apprécie la façon dont je partage et qui arrive à me convaincre, à me proposer que j'ai peut-être une place à prendre dans la formation. Donc je quitte Thierry pour faire de la formation. Simplement le compte de formation vient de changer, c'est-à-dire qu'il devient individuel. Et tous les budgets sur lesquels j'ai basé mon business plan s'effondrent.
Donc en gros, la formation, j'en ai plus pour 1 an, et après, il faut que je trouve un autre revenu. Et chaque fois que je fais des formations, c'est génial, est-ce que tu as des vins, est-ce que tu peux me proposer, conseille-moi. J'ai envie de prendre une commission, parce que quand tu lui donnes un peu d'aide, tu te dis, il n'y a pas de raison que je le fasse gratuitement. Et donc en fait, je transforme mon entreprise de formation en agence. Et donc là, je veux faire un peu, je m'inspire de Thierry, c'est-à-dire je veux être à la source, à l'origine du succès de certains vignerons. Et donc je prends des vignerons, c'est les premiers, deuxième ou troisième millésimes, ou des gens qui n'ont jamais été distribués. Ah oui, donc tu sors, tu essayes de faire émerger une nouvelle vague, quoi. Ouais. Sur une région en particulier ou pas forcément? Partout. France. Mais le problème, en fait, c'est que l'intention, elle est pure, mais commercialement, c'est débile. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si, j'ai des clients très réguliers qui m'adorent, qui me font confiance, qui m'achètent du vin aveuglément. Si je leur dis ça, vas-y, prends, ils prennent. Mais ce n'est pas suffisant pour vivre, parce que c'est une commission, c'est 10%, 15%. Oh, c'est beaucoup, 15%. Au final, c'est rien. T'enlèves les taxes, t'enlèves les charges, t'enlèves le gasoil, t'enlèves le temps. C'est rien du tout. Donc en gros, j'ai fait ça pendant 7 ans et je me suis épuisé. Je me suis vraiment. Tu t'es épuisé, et t'es pas devenu, j'allais même pas dire millionnaire, mais t'as pas gagné d'argent, quoi. Non, c'est ça. Clairement pas. Je suis même plutôt endetté. Ouais. Mais ça, c'est parce que voilà, la passion. Et puis en fait, ce que j'ai appris, c'est que je suis bien meilleur en ce qu'on appelle le B2C qu'en B2B. Quand tu es en B2B, il y a une dimension de gestionnaire, d'argent. C'est l'argent qui est ton moteur. Enfin, je te le conseille parce que sinon, de toute façon, honnêtement, tu vas dans le mur. Moi, c'était toujours, j'étais pur. Si ça coûte à moi, c'est que ça coûte à personne. C'est débile, mais c'est comme ça que je pensais. Et jusqu'à avril de l'année dernière, où là, je décide de jeter l'éponge, parce que quand tu as essuyé les gilets jaunes, la Covid, la guerre en Ukraine, t'es rincé. J'irai jamais contre le monde. Et c'est tellement impactant pour les restaurateurs, ce que les gens ne voient pas, hein. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est dur pour les restaurants, ils vont le retrouver. Mais dès que les gens ont peur, ils arrêtent de sortir. Donc c'est compliqué. Et donc là, je cherche un boulot. Et tu cherchais en te disant ce que tu voulais, tu voulais revenir en restaurant, tu savais des choses que tu voulais faire ou que tu ne voulais pas faire ou pas du tout? J'aimais bien le côté brand ambassadeur, comme je faisais à Beaucastel. J'aurais pu retrouver ça, c'est ce que j'aurais fait. D'accord. Je pète un câble, genre il est 3h30 du matin, j'envoie un email à un chasseur de tête que je connaissais. Et à 9h, j'ai un appel. J'ai un poste, c'est pour vous, machin et tout. Brand ambassadeur pour un domaine. Et j'étudie tout, le domaine, le machin, l'histoire, le truc. Et puis en fait, vous allez avoir un entretien. Puis pas d'entretien. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je comprends. 1 mois. Là, moi, j'harcèle le gars, je comprends pas. Et en fait, je vais à l'Ermitage comme quasiment tous les ans pour la remise des cordons aux petits, et puis je rencontre le gars. Parce qu'en fait, il sponsorisait, je dirais, la promotion, enfin l'appellation sponsorisait la promotion. Donc je me dis, j'y vais de toute façon, mais je vais le chercher parce que si je tombe dessus, je veux comprendre. Ouais. Et puis en fait, c'est la première fois de ma vie en fait que je suis refusé un entretien. Enfin, c'est un entretien totalement informel. Je me présente au gars. Mais le gars est en train de m'expliquer que je suis trop vieux. Et je vois pas. J'ai un réseau de dingue. J'ai des capacités, une culture. Enfin, tu vois, je me dis, mais pourquoi? Alors que je prends un salaire, mais bidon, hein. Je veux juste avoir limite. Parce qu'il voulait quelqu'un de 25 ans ou c'était quoi le. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je pense surtout, c'est qu'il voulait quelqu'un qui puisse contrôler. Qui puisse modeler, faire comme il veut, etc. Alors moi déjà jeune, j'arrivais pas à rentrer dans une boîte, alors là ce que je suis, je laisse tomber. Et là vraiment par dépit, je dis puisque c'est comme ça, je retourne en restauration. Je réfléchis, je pense à partir à l'étranger, mais je me dis si je pars à l'étranger, je vois plus mes fils. Je les vois 1 fois par an. J'ai pas envie. Rester dans le sud, non parce que je n'aime pas travailler le dimanche. J'ai un truc, j'aime pas travailler le dimanche, je peux comprendre ceux qui n'aiment pas. Et je me dis, et puis Paris a un rythme, il y a une vitesse.
Donc je veux retourner à Paris. Et en fait, là, j'appelle Bernard Neveu, qui est un ami depuis 20 ans. On s'est rencontrés à Beaucastel. Et en le contactant, je lui dis, écoute, j'ai vu que tu avais un poste dans un des restaurants, parce qu'on s'était vu au mois de février précédent. Il m'avait annoncé qu'il avait donc pris la direction de la sommellerie pour le groupe Ducasse. Et je lui dis, écoute, je vois que tu as un poste disponible au Lyonnais. Et là, lui n'en revient pas. Il me dit, mais tu veux retourner en salle? Je dis, ouais, je remonte à Paris, je quitte le sud et je veux retourner en salle. Il me dit, mais non, mais toi, c'est baccarat. De quoi tu me parles? Voilà. Parce qu'on est là avant l'ouverture du lieu. Oui. Là, on est au mois de mai. Et il me dit, non, mais tu peux pas comprendre. Voilà, Alain Ducasse est en train de reprendre baccarat. Le restaurant, tout est basé sur l'accord mets et vin, c'est ta spécialité, tu es connu pour ça. Voilà, il faut absolument que tu viennes voir. Parce que moi, je lui dis non, je n'ai pas fait ça pendant 20 ans. Voilà, j'ai peur. Et en fait, on se donne rendez-vous, je viens. Je rentre on se retrouve au siège, on vient jusqu'ici, je rentre dans la maison. Et en fait, je tombe amoureux. Et là, tu prends une claque. Ouais, je tombe amoureux. Ouais. Mais vraiment. Excusez-moi, je vous coupe une seconde, parce que maintenant on travaille sur un truc, est-ce qu'on peut goûter ça? Bien sûr. Parce qu'en fait, on bosse sur le croque-truffe, on va faire un croque-truffe au bar, parce qu'il y a des accords incroyables à faire. Il n'y a pas de truffe encore. Hein. Non, mais tu vois, c'est une duxelle champignon. Cette puissance de champignons, là, avec la... Parce que j'ai trouvé un truc, alors moi j'ai trouvé un truc. Parce qu'en fait, là j'ai mis l'huile d'olive à la fin, sans la cuire. D'accord. Tu vois la persistance aromatique que tu as, et je pense que si on fait ça avec la truffe dedans... Mais tu pourrais même en mettre plus de l'huile d'olive. On pourrait. Toi, t'es gourmand. Ouais. Ah, le gras, c'est la vie. Ouais. Ça va pousser. Hein. J'aime bien, ouais. Et là, alors ça, c'est génial en termes d'accord, c'est que le champignon te permet de placer tous les vins élevés en barrique. Je travaille, Tous les vins élevés en barrique. Ça, le bois appelle le champignon et le champignon rappelle le bois. Tu le fais rarement d'ailleurs. En gros, tu as des vins boisés dans ta cave, mange des champignons. On t'en met partout et ça ira très bien. Et voilà, après, voilà, je reviens, je tombe amoureux, je rencontre Monsieur Ducasse pour la première fois. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il m'a engagé sur un détail. Alors, il connaissait mon chef aux États-Unis. Il savait que c'était un des rares chefs à proposer un accord mets et vin à l'époque, on est en 2000, sur les États-Unis. Et c'est le moment où en fait le Michelin a commencé à se développer aux États-Unis, d'abord par New York, et lui, il ouvre à ce moment-là Alain Ducasse New York, le premier 3 étoiles des States. Et donc en fait, il me dit ça. Il me dit oui, Gunther Seegers et Charlie Trotter, c'était les deux seuls à proposer des accords mets et vins à cette époque-là. Et là, je dis bah oui, avec Gunther, on a suivi votre ouverture à New York, on est tellement fan de la beauté de vos couteaux et de stylos pour signer l'addition, parce qu'on avait vu ça dans un magazine, l'espèce de sous-main en cuir magnifique, épais, un stylo sublime, t'as envie d'écrire avec ça, tu vois. Je lui dis ça, pour lui j'étais la personne pour ici. Puisque tout est basé autour de ce soin de l'objet, cette conscience du détail, et puis des arts de la table, de l'art de recevoir. Donc quand tu fais une belle table, c'est ça. Il s'est dit que tu avais ça en toi, quoi. Ah bah oui. Donc c'était... C'était une évidence. Et puis après, bon bah voilà, jusqu'à l'ouverture, j'arrive fin août, c'est une ouverture, c'est vraiment une extraordinaire expérience. J'avais jamais fait d'ouverture de ma vie. T'as une équipe, c'est une fourmilière, on est dans tous les sens. C'est ce que j'allais te dire. Comment tu fais pour le vin et tout ça? Comment tu fais pour monter ta carte? Comment ça se passe, ça? Honnêtement, j'ai laissé Bernard, j'ai confié à Bernard la structure de la carte, d'aller chercher des allocations, etc. J'ai pas d'orgueil là-dessus, c'est moi qui l'ai trouvé, qui vais le chercher, etc. Enfin, je lui ai juste dit, laisse-moi juste un champ pour pouvoir aller chercher les outils dont j'ai besoin pour les accords. Voilà. La structure, le Bordeaux, la Bourgogne, les allocations, les trucs rares. Il est tellement meilleur que moi à ce niveau-là, je préfère le laisser faire. Parce qu'on fait la 77e aparté, il y a pour certains vignerons des quantités qui sont telles que ça fonctionne en allocation. Autrement dit, il y a un nombre
parfois même de bouteilles qui sont vendues tous les ans à un restaurant où il va pouvoir avoir 2, 4, 6, 8, une bouteille. Ouais. Et voilà. C'est ça. Généralement, une, c'est un peu... Oui. Ça arrive, mais on en a quelques-unes, comme Claude Tard ou la DRC. Oui. Mais voilà, sinon, c'est 6, 3, etc. Et on doit jouer et jongler avec ça. Et donc ça, c'est vraiment... C'est pas du tout ma spécialité. Et moi, faut toujours laisser à celui qui est meilleur que toi le soin de faire. Bien sûr, bien sûr. Et donc moi, ça me convient très bien. Bien et sûr. puis après, il y a toute l'organisation, réfléchir comment est-ce qu'on va... Bon, après, ils sont tellement carrés, ils ont tellement l'habitude d'ouverture, d'événements, etc. Donc c'est bien structuré. Et puis jusqu'au moment où on arrive à l'ouverture, et là, je te promets, j'ai l'impression de sauter en parachute. Là, on te pousse de l'avion comme ça, Oh le premier service, je suis paumé. Mais j'ai peur. Ah ouais. Ouais, premier c'est dingue, quoi, parce que à l'époque, t'as quoi, 25 ans d'expérience, quoi, peut-être 30 ans d'expérience. Et t'es encore comme un bébé qui démarre. Le track, c'est la première. Ouais, c'est ça. Et puis le lendemain, presque, j'ai la chance que M. Lucas vienne manger avec un journaliste, etc. Et là, quand je dis sous son parachute, j'ai pas besoin de me pousser. Je veux être à la hauteur. Quand je te disais, j'ai besoin d'admirer les gens pour qui je travaille, j'ai besoin. Je veux être à la hauteur. Je veux qu'ils me valident. Je veux qu'ils se disent jamais qu'ils puissent se dire je me suis trompé quand j'ai misé sur lui. C'est pas audible. C'est pas envisageable. Non. Et donc après, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'aime travailler. Et là, j'essaye de montrer mon savoir-faire, sauf à lui. Tu racontes pas la messe au pape. On en revient au pape. Il a vu, il a rencontré les meilleurs, etc. Je préfère que tous les autres lui disent « Ah, ton sommelier, oui, bah oui. C'est génial, ça me suffit. » Bah oui. Et puis il y a des choses qui sont en commun, on voit sa naturalité, il y a des choses, il a des approches que moi que je respecte, je suis pas d'accord avec tout, c'est pas la question. C'est voilà, et je suis là, je suis au service de son projet. Donc on ouvre le restaurant, on ouvre le bar est un bar à cocktail, et moi je suis tellement amoureux de cet endroit et que en fait ça fonctionne un peu le soir, 2 fois le midi, etc. J'ai aussi, je me dis, j'ai envie de le remplir ce bar. Et donc j'approche Christophe. Christophe qu'on vient de voir là. Ouais. Alors vous avez quelle relation, tiens, avant que tu nous parles juste du bar, quelle relation avec Christophe? Parce que là je vois que naturellement il vient, il te fait goûter un truc, parce que ici c'est indéniable qu'il y a ce qu'on mange et ce qu'on boit en même temps, c'est intimement lié. Et on est, déjà, Christophe, on est quasiment de la même génération, on est de la même génération, il y a une complicité naturelle. Oui. Voilà. Et puis évidemment, l'admiration, quand tu as le parcours qu'il a, c'est juste incroyable. Et puis aussi parce qu'il a une cuisine qui est quand même, qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de personnalité. Je suis obligé de goûter ce qu'il fait avec Robin. Parce que ici, tu as Robin Schroeder qui est en fait son fils spirituel, qui crée, mais aussi qui applique les idées de Christophe. Et je suis systématiquement obligé de goûter. Parce qu'il suffit d'un ingrédient pour défaire ce qui fonctionnait potentiellement dans ma tête. Parce que j'ai une certaine conscience des produits, de la cuisine, etc. Mais un ingrédient, soit fait le pont, soit crée la soit ça match, soit ça rideau. Voilà. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, moi je me suis installé dans la maison, que les gens ont commencé à me connaître, à faire de bons retours sur mon travail. Il y a eu des échanges plus constructifs. Enfin, ils étaient constructifs dès le départ, ça, il n'y a aucun souci, mais une complicité, pareil, on apprend à connaître, on travaille ensemble. Et donc c'est là, voilà, au mois de mai, où je lui dis ce que moi je verrais bien ici. C'est-à-dire transformer ce lieu incroyable en bar à vin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des clients, on a la chance d'avoir des clients, je dirais habitués, récurrents, mais un repas gastronomique, tu fais ça pour un moment particulier, une fois par mois, peut-être 2, parce que tu as le business qui te permet, tu le fais, voilà. Mais moi, j'ai envie que les gens puissent s'approprier cette maison comme moi, je me la suis appropriée. Donc, qu'ils puissent venir plus souvent. Et l'avantage du bar à vin aussi, c'est qu'il y a une simplicité qui rend accessible
l'instant. C'est-à-dire tu peux venir pour un verre, tu peux venir pour un verre et un mâchon, tu peux venir pour même tout un repas, et on a construit le projet dans cet ordre-là. Donc ce qui veut dire que ici, comme tu le dis, je m'installe au bar sur une table, etc., pour boire un verre d'eau, blanc, rouge, cocktail, ce qu'on veut, etc. Ouais. Si j'ai envie de me faire une petite association, un verre, un plat, une entrée, un dessert, que sais-je, je viens ici et je passe un bon moment. Tu peux faire un mini accord mets-vin. Ouais, c'est génial ça. Et t'as quoi en entrée, plat, comment tu structures du coup ton assoce? Alors on a des, en fait je la structure pas l'association, c'est-à-dire qu'en fait on a une offre froide, chaude, poisson, je dirais poisson, carné, végétal, peu importe. Ouais, donc c'est assez, donc c'est complet quoi, c'est vraiment complet. C'est conséquent. Ouais. Avec les doigts ou à la cuillère, on doit pouvoir manger de toutes les manières possibles, à partager. Moi, j'invite les gens à partager, pas obligé, chacun prendre un plat, on met ça autour. C'est d'une certaine manière à la bonne franquette. Moi, je trouve que c'est ça qui est aussi sympa. Et puis ensuite, en fonction, écoutez, avec les riz de veau panés, parce que je voulais des abats, absolument. Enfin, je voulais quelque chose comme ça. C'est que les riz de veau, ça me rend dingue. Moi. Ah Puis ça supporte pas la médiocrité, donc. Non, ouais, c'est exactement ça. C'est le riz de veau, tu vois le niveau de la cuisine avec un riz de veau. Et donc là, tu as le riz de veau qui est pané aux amandes effilées, avec un jus de veau. J'arrive et je m'amuse. Je propose au verre avec le corps à vin. Je suis sur Hermitage Jean-Louis Chave 2022 si tu as vraiment envie de t'éclater. Sinon, un peu plus simple, parce que j'adore la Roussanne, le Saint-Joseph blanc des Terriens. Et c'est magique. C'est-à-dire que c'est bon seul. C'est sublime avec. Ouais. C'est-à-dire que tu amènes l'expérience à un niveau qui n'est pas atteignable sans. Non, mais ce que tu me dis là, c'est qu'en fait, là, c'est la personne qui vient ici qui va se construire son moment, en fait. Oui. Avec tout ce que tu offres, avec à la fois un choix de vin au moment du plat, déjà le choix du plat, froid, chaud, etc., entrée ou plat, poisson, viande, nanan. Mais il y a deux entrées. Ouais. Quand je dis il y a deux entrées, il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on choisit, imaginons, parce qu'on a une carte avec des bouteilles sublimes, sa bouteille, et on compose le menu autour de cette bouteille. Tu vois, comme le champignon, etc. Tu as envie de boire une très belle bouteille de Bordeaux. Voilà. Parce que tu peux avoir dans l'absolu accès à la carte du gastro, donc tu as tous les vins. Donc j'ai les vins au verre du gastro, les vins au verre du bar, les bouteilles du gastro, tout est là. Si tu as envie de commencer par une coupe de champagne au cœur de la salle Garouste, mais vas-y, on y va. Il n'y a rien qui doit freiner l'envie, la spontanéité, c'est génial. le truc. Et surtout, j'adore le concept du bar à vin, mais c'est vrai que j'ai déjà fait le tonneau assis sur les cartons, on s'en moque. Mais là, tu as un endroit qui est chic. Hier, trois Américains, j'arrive, vous irez manger, boire, je leur propose les cartes, et ils me disent « Alors, on sort du restaurant, on a fait un déjeuner gargantuesque, on est juste là pour boire un coup. » Elles ont bu 2 verres de vin, elles se sont régalées, je leur ai servi des choses différentes en fonction du goût de chacun. Et c'est aussi ça, c'est ça que d'avoir cette alternative. Je sais pas, tu arrives, tu es au Georges V, au Plaza, dans un très bel endroit, et tu vas avoir un lieu où finir ta journée en toute simplicité, mais restant à un niveau de qualité optimum, c'en est un. Et alors, question pratique en tant que consommateur, il faut réserver en ligne? Comment ça se passe? On vient ici, on réserve en ligne? C'est ça? Oui, c'est extrêmement important de réserver pour une raison toute simple. Déjà, quand on réserve, on est accueilli. La différence. Bah oui. Voilà. Ça n'empêche pas de se pointer, mais il faut accepter, si on vient de manière totalement inopinée, il faut accepter de se casser les dents. Oui. Bien sûr. Et qu'il n'y ait pas de place, bien ou sûr, que le bar ne soit pas ouvert, etc. Quand je dis le bar n'est pas ouvert, parce que de temps en temps, cet endroit est privatisé, et à ce moment-là, tu passes pas. Mais là, je parlais de gens, par exemple, du niveau Plaza, Georges V, Shangri-La, enfin les très beaux hôtels qui sont tout autour de chez nous. Mais j'ai eu des étudiants de la Sorbonne qui viennent, qui veulent revenir parce que c'est leur club de dégustation et ils ont envie d'apprendre. Et en fait,
tu vas apprendre, mais tu vas vivre. La différence, elle se fait là-dedans. C'est Oui, on en revient. l'apprentissage, il est là. Le vécu, il est intégral. Corps, cœur, esprit. Tu as les trois. Et c'est là que c'est fort. Et ça reste, et tu participes en fait à cette pierre dans ton édifice. Donc ça, c'est Génial. c'est l'objectif. Ouais, génial. Bah écoute, c'est merveilleux. On va passer tranquillement à la 3e phase. Ouais. Alors, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? Alors, raconte-nous. Ouais, je voulais que vous puissiez expérimenter, vivre en Oui. fait ce que nous on a eu envie de proposer avec Robin, Christophe et puis Alain Ducasse. C'est, je dirais, des plats qui pour moi sont un peu signature de ce bar à vin qui est pour l'instant en tout cas événementiel, donc jusqu'au 20 décembre. Oui. On a essayé de faire des propositions qui soient orientées en direction du vin, c'est-à-dire vraiment éliminer chaque ingrédient qui pourrait perturber, ou alors rajouter, au cas du champignon par exemple, un ingrédient qui permette à certains vins de se placer. Ouais. Donc on commence, on a une Saint-Jacques accrue avec des radis, une très jolie huile d'olive, petite pousse de moutarde. Et sur ce vin-là, je m'amuse en fait avec un Jurançon pour aller chercher le côté à la fois exotique, très légèrement acidulé. Et comme je t'ai expliqué comment moi j'avais vraiment appris à l'école de sommellerie, il n'y a rien de mieux que de mettre quelque chose en perspective. Donc je me suis dit, si je ne me base pas sur la Saint-Jacques en allant chercher ce fruit, je peux me baser sur cette huile d'olive, parce qu'on est sur une huile d'olive qui vient de Sicile, chez Casanova, qui est d'une grande pureté, qui a une très jolie ardence. Et ben, en fait, je vais t'emmener sur un vin blanc du sud de la vallée du Rhône. Donc c'est un Châteauneuf-du-Pape. Alors ça fait partie de mes, je dirais, de mes découvertes, de mes chouchous. Je peux peut-être même me vanter d'être le seul à l'avoir à Paris. C'est un Châteauneuf-du-Pape qui est fait par Gilles Gasque, un producteur à Travaillant, sur Côte-du-Rhône, Plan-de-Dieu et aussi Châteauneuf. Et donc là, on est sur des pures clairettes. Clairette blanche, clairette rose. Et un Châteauneuf-du-Pape en pure clairette. Voilà, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas... souvent, il y a toujours un peu de grenache blanc. Et il y a tout, typique, la clairette, ce côté poire, c'est typique. Et ce qui est génial, c'est qu'on a une attaque en rondeur et une fraîcheur plus sur les amers et la salinité que sur l'acidité. Parce que pour moi, quand on parle de fraîcheur, ça inclut les trois. La salinité, les amers et l'acidité. Et quand on parle de salinité, on ne parle pas de sodium, on parle de tout ce qu'il peut y avoir en fonction des sols. C'est ça. Manganèse, potassium, magnésium, etc. Et donc en fait, voilà, il y a toujours plusieurs angles pour faire un accord mets et vins, je pense. Oui. On accorde avec ses goûts, on accorde avec ses références, on accorde aussi avec ses disponibilités. Accompagner les clients sur le chemin qu'on a décidé, c'est important. Ouais, c'est très bien, c'est très très bien. Moi, je trouve que l'association, je parlais toujours de cette obsession tactile. On a la Saint-Jacques qui est très tendre, qui est délicate, comme ça, qui fond dans la bouche, c'est le bonbon de la mer. Ouais. Et puis derrière, il y a ce côté, le radis, qui cristallise presque sous la dent. Et en plus, il y a cette dimension où, dans le croquant, il y a une résonance dans la boîte crânienne dont souvent on n'a pas du tout conscience. C'est pour ça que je m'amuse toujours quand je mange le pastèque à me mettre les doigts dans les oreilles, parce que c'est exactement le même bruit que les après-ski dans la neige et les autres un peu délirés. Incroyable. Un vin aromatique avec un équilibre sur le fruit et l'acidité, un autre beaucoup plus délicat et subtil avec une fraîcheur sur la salinité et les amers, et ben tu as deux plats et deux propositions différentes. Et ça correspond tout à fait à l'idée que de s'adapter au goût de chacun et à réussir aussi à l'amener sur un terrain peut-être auquel il est moins habitué. C'est marrant ce Jurançon. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est chez en fait, un vigneron qui a travaillé avec Didier Dagno sur les jardins de Babylone. Ouais. Donc, il y a un vrai savoir-faire. Je soupçonne qu'on n'est pas sur Petit Mansin et Gros Mansin simplement, mais aussi
probablement un peu de courbu et de caramalette qui sont des cépages autochtones et qui tempèrent un peu l'exubérance fruit de la passion ananas qu'on peut trouver sur ces vins-là. J'avais un côté un peu litchi, je trouvais, je sais pas, c'est pas... C'est le côté exotique. Ouais, c'est ça. On est très exotique. Il y a aussi chez moi cette envie de défendre peut-être quelquefois des régions, des appellations oubliées, qui paraissent surannées, etc. Dans chaque village, tu as un pape qui peut tirer toute l'appellation vers le haut. Et ça, c'est. Je trouve c'est très intéressant. Moi, j'en prends. Cette quête-là, tu vois, quand on part en dégustation, dans les salons, etc., elle est infinie et elle est particulièrement stimulante. Aussi parce qu'on a, au final, souvent des vins aussi d'un très bon rapport prix-plaisir. Dis donc, on n'en a pas parlé. En effet, tu te fais alors des dégustations, des salons comme ça pour découvrir des vignerons? Ah oui. Ouais. Wine Paris, millésime bio. Alors j'en ai. À l'époque où j'étais en agence, j'étais extrêmement présent sur les salons parce que ça me permettait aussi de retrouver mes clients, de les guider et de les accompagner. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup moins le temps, mais par exemple, il y en a que je nous prépare. Il y a des endroits que je ne veux pas louper, des vignerons que je veux revoir, ou des choses comme ça. Mais alors, par contre, c'est pénible parce que je goûte. Et c'est pas, tu me parles pas, c'est que je goûte, je suis dans ma bulle, j'enchaîne, je crache, et ensuite. Voilà, si jamais mon corps avale sans ma permission, c'est que c'est très bon. T'es concentré, c'est un travail. T'es pas en train de. C'est pas en train de trancher le saucisson, on prend l'apéro. Exactement. Surtout pas. Exactement. Pour moi, ça, on ne goûte plus à ce moment-là. Oui. Cracher, c'est faire la différence entre goûter et boire. Tu goûtes pour trouver tes sens, tu perds tes sens si tu bois. Moi, mon crible, donc mon filtre, est tellement serré que pour que mon corps avale sans ma permission, il faut vraiment que ça remplisse quelque chose chez moi, que ça réponde, voilà. Ouais. Mais en règle générale, voilà, c'est le chien à l'arrêt. Là, il se passe un truc. Donc là, alors c'est quel cépage, type de sol, vinification, élevage. Là, tu vas rentrer dans le détail, pour pouvoir mieux comprendre. Toi, il faut que tu aies compris le vigneron et le vin pour pouvoir le proposer ici. C'est comme ça que c'est mieux. Mais parce que le problème, c'est que de la connaissance pure, ça conduit au savoir, ça à la certitude, et ça enferme. Alors que la compréhension, c'est faire le lien entre l'information cérébrale et la stimulation sensorielle. Et si les deux s'échangent et résonnent, à ce moment-là, en fait, ça libère. Tu peux te retrouver face à quelque chose que tu n'as jamais goûté, et tout à coup, tu as compris que c'est bien. Tu sais. C'est quasiment instinctif. Mais l'instinct, c'est pas un truc éthéré. C'est de l'expérience, c'est de la conscience, c'est de la sensorialité, c'est de l'intelligence. C'est tout ça mis au service de ce que tu es en train de faire. C'est juste fulgurant. Et tu gagnes du temps. C'est la cocotte luttée. Donc on a aussi potentiellement la petite purée de pommes de terre lisse, tu vois, niveau gastro, quoi. Avec le beurre de dingo, etc. Parce que le détail, entre guillemets, la purée de pommes de terre, mais quand tu es à ce niveau-là, c'est... C'est ce que j'ai compris dans ma carrière. Un grand chef, c'est quelqu'un qui te fait manger quelque chose que tu crois ne pas aimer, ou quelqu'un qui te fait manger quelque chose que tu es sûr de connaître, mais qui te donne la sensation de la première fois. Ça, c'est magique. Et donc, en fait, on va se retrouver avec un paleron de bœuf braisé. Là, on a mis des champignons, en ce moment, c'est des girolles. Je vais disparaître. Au revoir. Je t'emmène donc sur une syrah, faite par Graham et Julie Bott, qui s'appelle Kamaka. Kamaka, ça veut dire pierre en maori, parce que Graham est néo-zélandais. Et ce que j'aime dans le style de leur vin, c'est qu'il y a un côté extrêmement délicat, bourguignon. Alors, ce qui est génial sur ce plat, c'est t'es un amateur de Bordeaux, choisis un Bordeaux. T'es un amateur de Sud-Ouest, de Loire, etc. C'est extrêmement polyvalent. Parce que, quand je disais, tu peux boire grand en mangeant simple et jamais l'inverse. Là, c'est simple. Il y a à la fois la viande, les jus pincés, serrés, le champignon, l'élevage en bois. Mais donc, tu peux très bien choisir soit quelque chose qui va être, d'un point de vue tactile et tannique, en correspondance avec la fibre du paleron, ou alors c'est chercher cette fraîcheur, côté épicé, poivré de la syrah, pour avoir quelque chose de plus, on va dire, désaltérant. La syrah, en fonction du type de sol, n'a pas du tout la même expression. C'est-à-dire que si tu mets la syrah sur des sols acides, elle va souvent faire des tanins beaucoup plus délicats, donc schiste, granit. Si tu mets la syrah sur des sols alcalins, tu vas avoir une texture beaucoup plus granuleuse en termes tanniques. Moi, j'aime quand ma langue est pieds nus. Il faut, quand je goûte, que je ressente quasiment
le type de sol, en tout cas que je l'imagine, ou quand je vais visiter un vigneron, je goûte d'abord avec les pieds. C'est-à-dire qu'en marchant entre les vignes, je suis déjà en train d'imaginer la texture des tanins. C'est aussi une habitude. À chaque fois que j'ai marché sur des sols, des vignes bétonnées, jamais j'ai eu un tanin de qualité, un tanin fin, un tanin élégant. Alors qu'à chaque fois que mon pied s'est enfoncé, qu'il y a une forme de moelleux. Qu'est-ce que tu entends par des vignes bétonnées? C'est-à-dire des vignes arides? sans vie, donc quand tu utilises les produits chimiques, tu désherbes, etc. Tu dois travailler les sols, stimuler la vie, et en fait, alors les vers de terre, tout ça, mais il y a une espèce de moelleux. Voilà, le pied qui s'enfonce. Meuble, et voilà, et ben, à chaque fois, la texture des vins est répondue et on était exactement là-dedans. Ah, ça c'est bon. Et tu vois, que tu aimes le vin blanc, que tu aimes le vin rouge, on doit pouvoir trouver quelque chose qui soit sur ton terrain, qui corresponde à tes attentes. Là où je suis extrêmement, on va dire, reconnaissant à Monsieur Ducasse, à Christophe Saint-Agne et à Robin Schroeder, c'est de m'accompagner dans cette idée, aussi avec cette conscience que cette proposition du bar à vin est là en complément, d'une part pour permettre aux gens de venir ici et profiter de l'endroit de manière plus courante, oui. Et qu'on ait aussi par ça, on va dire, une proposition qui respecte l'expérience gastronomique qu'on propose de l'autre côté. Parce que même si j'ai la responsabilité du bar, en tout cas pour son ouverture, oui. etc., et parce que c'est presque un terrain de jeu, c'est un travail, mais un terrain de jeu d'expression. Là, on vit une expérience qui est en tout point remarquable, qui n'est pas du tout, je ne vais pas dire dévalorisante par rapport au gastro, etc. Mais ça, ça... Hein. Quand ils m'ont posé ce plat-là, je me suis dit, on peut faire des kilomètres pour ça. Ah mais clair, ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Pareil pour les riz de veau aux amandes, etc. On peut se déplacer pour quelque chose comme ça. Pour moi, si je m'implique dans ce bar à vin, l'expérience gastronomique qu'on propose à côté, c'est tellement complémentaire. C'est exactement ça. C'est complémentaire. Il y a des gens qui viendront ici grâce à ça, et il y a des gens qui iront au restaurant gastronomique parce que ça. Oui. Peut-être que je me plante, mais ce lieu aussi, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un gastro, tu vois, arriver par ton expérience ici et de se dire « Ah ouais, c'est donc ça. » Et peut-être que ces gens-là se diront après « Eh ben, je vais tenter le gastro à côté, plus tard. » Et là, comme je te disais, j'ai eu des étudiants qui sont venus au club d'œnologie, etc. Et je leur ai dit « Venez au bar et puis faites-vous inviter par vos parents, peut-être au restaurant gastronomique. » Enfin, on ne mesure pas assez à quel point il y a une différence entre s'alimenter et se nourrir. S'alimenter, c'est se remplir. Se nourrir, c'est s'élever. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose qui est bon, qui est fait avec soin et de la qualité, ça nous cultive. Ça amène des références qui fait qu'on n'est plus jamais la même personne. C'est comme lire un livre, regarder un concert, un film, etc. On est enrichi de ça. Je t'en ai pas beaucoup laissé. Hein, je t'en prie. Et pour moi, et tu vois, par exemple, c'est limite, la dimension gastronomique devrait presque plus, en tout cas, devrait avoir une antenne au ministère de la Culture et pas juste au ministère de l'Agriculture. C'est important. C'est universel le fait de manger. On fait tous ça plusieurs fois par jour. Et ça impacte notre relation au monde, au temps. Alors, tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'on a organisé trois soirées vignerons pour animer aussi le bar. Et puis on termine juste avant Noël, parce que j'ai cette passion pour le chocolat. Et pour les crus de cacao, c'est-à-dire pour la dimension de terroir, on termine avec Quinta de Noval juste avant Noël. Quinta de Noval, donc grand Porto, ma première grande émotion de Porto quand j'étais chez Guy Savoy. Quinta de Noval national 1963, il y a une vigne préphyloxérique, millésime du siècle, etc. J'ai filtré le dépôt avec les dents, mes genoux ils ont claqué. Et donc. L'expression est folle. Évidemment, Porto chocolat, c'est une évidence, mais j'ai aussi, parce que Quinta de Noval a commencé à isoler certains cépages endémiques de Porto, les vinifier en sec, comme le Touriga national, etc. C'est faire découvrir ces rouges-là
Et de les associer au chocolat, c'est une très belle excuse. Je sais que ça fonctionne. Ça va matcher. Et aussi parce qu'il y a des gens qui, comme toi par exemple, ont du mal avec le Porto ou avec les vins sucrés. Et donc pouvoir être capable de répondre à chacun. Ouais. Jamais être dans l'exclusion du niveau, du goût, etc. Trouver une alternative pour régaler. L'intention, elle est là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est... Ouais, t'oublies pas que le premier truc, c'est régaler, faire plaisir et le moment, quoi. Oui, parce que tu arrives, toi tu as envie de ça, ta femme t'accompagne, mais elle boit pas la même chose ou elle mange pas la même chose. Une grande maison, une maison de luxe, j'ai du mal, mais une maison luxueuse doit prendre en compte cette possibilité. Oui, bien sûr. Nous, voilà, Bien sûr. Robin, tous les jours, une intolérance, un goût, etc. J'aime pas, il s'adapte, il cuisine. Voilà, quand Siam prend les commandes, on est là, mais dès les canapés, c'est-à-dire à peine l'apéritif est même pas encore arrivé, qu'on est déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose, même pas allergique, évidemment, pour la santé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas? C'est-à-dire qu'on peut le prendre en considération. Alors voilà, c'est juste les gens qui oublient quelquefois qu'ils n'aiment pas quelque chose, et puis, mais en règle générale, c'est juste, c'est du soin. Parce que pour moi, la plus belle des intentions, en fait, c'est le soin. Moi, en tant que consommateur, je le vois avec mes filles qui ont des goûts, comme tu le disais, avec des choses qu'elles n'aiment pas, etc. Et dans ce type d'établissement, c'est marrant, hein. J'ai une de mes filles, par exemple, qui n'aime pas l'aubergine. Elle va dire, mais moi je veux prendre l'aubergine. Et à chaque fois, elle me dit, mais ici, ça n'a rien à voir avec le goût de l'aubergine que j'ai. D'ailleurs, c'est pas le goût qui la dérange, c'est plutôt la texture. Ouais. Elle te dit, mais ici, il y a un truc qui est incroyablement bon. Et dit, donc à chaque fois, elles me disent, il y a un truc que j'aime pas. Et Giorgio derrière la caméra, c'est pareil. Il y a plein de choses qui disent, j'aime pas, mais je vais goûter ici. Ça fait... À part des intolérances, il te dit, c'est marrant que j'ai pas aimé ça alors que je me régale et c'est hyper bon, quoi. D'où la définition que je te disais, un grand chef, c'est ouais. quelqu'un qui fait manger ce que bien tu sûr. crois ne pas aimer. Bien sûr. Et si tu n'aimes pas quelque chose, c'est probablement que tu n'as pas eu le droit à la plus belle version. Ouais. Moi, j'ai eu le cas avec les endives, par exemple. Ouais. J'avais un chef à Marseille avec qui je travaillais et qui arrive. Et moi, j'adore les œufs. Les œufs, c'est mon. Je peux manger des œufs tout le temps, sous toutes les formes. C'est vraiment une passion. Et j'arrive chez lui, j'allais prendre l'œuf parfait. Et lui, oh non, pas encore, etc. Allez, prends les endives. Genre, j'aime pas les endives. Attends, je les fais comme ça, les endives. Puis c'était fait avec un jus d'orange brisé. Magique. Magique. L'endive, elle était sublime. Tout à coup, parce que la lenteur de la cuisson, l'assaisonnement sur l'orange permettait de gommer l'amertume qui souvent fait qu'on n'aime pas l'endive. Ouais. Le chou de Bruxelles. Un jour, je vais à Valence chez un chef japonais qui est incroyable, en amuse-bouche. Un chou de Bruxelles en tempura. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. C'est-à-dire que c'était un bonbon. Donc dans le bar à vin, on a décidé évidemment non seulement de mettre, parce qu'on l'a appelé rareté et découverte, voilà, et c'était très difficile de trouver un nom qui puisse exprimer tout ce qu'on avait envie de transmettre et de partager. Oui. Parce qu'il y a des raretés qui sont des découvertes, d'autres qui n'en sont pas, enfin voilà. Mais moi j'avais envie de pouvoir aussi démocratiser certaines bouteilles. C'est-à-dire qu'il y a des vins, parce que le montant de la bouteille est onéreux, on ne s'offrira pas la bouteille. En revanche, sur un faible centilitrage, on peut se permettre un verre. Je comprends. Et on a parlé des vins sucrés, etc. Et il y a un domaine pour moi qui est un mythe et qui est peut-être la belle oubliée du Sauternais, évidemment, quand on va utiliser le corps à vin pour pouvoir protéger ses vins et les servir ensuite aux clients. Le réflexe pour faire goûter, c'est Yquem. Bon, ça a déjà été fait. Donc moi j'aime bien sortir des sentiers battus. Ouais. Et il y a Sauterne qui est un mythe pour moi, parce qu'il m'a aidé aussi dans certaines argumentations, c'est le Château Gillette. Donc Château Gillette, c'est vraiment une particularité. Ce sont donc très jolie concentration de sémillon, de sauvignon, botrytisé, etc. Mais c'est surtout fermentation très lente, très longue, en cuve béton. Et ça ne voit jamais que de la cuve béton. Et les vins ne sont libérés que 10 à 15 ans après la vendange. Là, tu es sur 1999. Donc c'est un vieux millésime. Le 19, tu l'achètes c'est le millésime actuel, quasiment. Ah mince. Ce qui est magique, c'est un exemple de la capacité de vieillissement du vin. Tous les vins capables de vieillir ont un point commun.
la longueur en bouche. Pas la persistance c'est aromatique. La longueur en bouche, c'est cette vibration qui vient en fait pour moi de la salinité, qu'on appellera minéralité pour faire court et pour faire simple. Mais cette salinité, en fait, cette vibration, cette longueur, ce qui est assez marrant, tu ouvres une bouteille, tu la laisses s'oxyder gentiment dans ton frigo, etc. Au fur et à mesure du jour, la bouche raccourcit. Qu'est-ce que c'est que cet ustensile? Ça s'appelle un corps à vin. C'est un outil qui permet de remplacer, quand tu sers le vin, par du gaz argon, un gaz neutre, et qui protège en fait les vins contre l'oxydation. Contre l'oxydation. Mais je crois qu'on va attendre avant d'aller sur le sauterne. Oh là 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 là, les riz de veau. C'est les riz de veau. Bah oui, je vois. Saint-Joseph, les terriens, toute petite cuvée. En plus, ce qui est génial, c'est que j'ai vu la parcelle défrichée, plantée, j'ai goûté la première feuille. Et ça a modifié, on va dire, non pas ma passion pour les vieilles vignes, mais ma compréhension de l'intérêt des vieilles vignes. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que pour faire des très grands vins, il fallait que ce soit des vieilles vignes. En fait, je pense qu'à partir du moment où le sol est extraordinairement vivant, même des jeunes vignes sont capables de faire un très très beau travail. Le gros avantage de la vieille vigne, c'est d'avoir une racine extrêmement profonde qui va limiter l'impact du millésime. Il pleut pas, elle trouve son eau. Il pleut trop, tu limites la quantité d'eau par rapport à là où elle puise. Et donc, voilà. Et après, sur cette cuvée, ce qui est vraiment particulier, c'est le côté... Le nez est très joli déjà. C'est pur Roussanne, cépage capricieux. Et j'adore ces vins-là, avec le fromage, avec les riz de veau. Je trouve que voilà, cette complémentarité, elle est magique. Parce que le côté pêche de vigne, miel, amande, sublime ce qu'on mange. C'est exactement ça. Et c'est ça le principe de la Cormesse des vins. Qu'on soit au restaurant gastronomique ou qu'on soit dans un bar à vin ou qu'on soit chez soi, se préoccuper de choisir le vin juste. Et quelquefois, c'est plus simple de cuisiner pour un vin que de trouver le vin qui va avec ce qu'on mange. Aparté numéro 11675. Mon voisin de droite m'a dit « quand on est chez soi ». J'ai donc une question d'une personne que tu connais. Salut Fabrice, on est dans la salle de bal chez Lucas Baccarat. Là tu officies. Écoute, ici c'est le Fabrice professionnel qui donne du vin, qui fait des accords merveilleux. Mais moi j'ai une question pour toi, une question personnelle. Quand tu es chez toi, quand tu as envie de te ressourcer, quand tu as envie d'être en phase, quel est le petit plaisir coupable que tu t'accordes? Quel est l'accord de goût entre une boisson, une nourriture très simple que tu privilégies à la maison? Dis-nous. À bientôt. Excellent. Au moment où tu le disais, le truc est dingue. En fait, tu sais quoi? J'ai plein de plaisir. Ça, c'est important. J'ai peu de plaisir coupable. Parce que aussi, ça c'est philosophiquement, je pense que l'identité française, c'est l'absence totale de culpabilité face au plaisir. Donc si j'ai envie de me régaler et de manger des bêtises, je vais manger des bêtises. Ça ne regarde que moi, je peux le partager, je peux te dire un petit plaisir. Je rentre le soir, il est 2h du matin, j'ai pas du tout envie de boire du vin. En revanche, mettre du blé soufflé au caramel dans ma crème dessert à la vanille, j'adore. Ou sur une glace. Le truc, c'est qu'en fait, comme je te parlais de texture, tout ce qui croque, craque et croustille m'obsède. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'écureuil. Les noisettes, les amandes, ça fait partie de mes péchés mignons. Ensuite, si jamais je reçois à la maison et que je dois cuisiner, j'ai deux méthodes. Soit je vais au marché, une jolie boutique, et c'est un produit qui va m'attirer l'œil quasiment de manière instinctive, automatique, en prenant aussi en compte le prix. Donc par exemple à Noël, moi je suis capable de cuisiner plutôt un turbo qu'un chapon parce que c'est une affaire et que je me moque de suivre les codes. Et ou alors c'est j'ai tel vin, je sais que ça fonctionne avec tel truc, donc je vais aller chercher du produit pour sublimer la bouteille que j'ai choisie. D'accord. Voilà. J'aurais tendance à faire comme ça. On a un dessert chocolat et un dessert, on va dire, peut-être plus traditionnel. C'est un kouglof. On est sur un kouglof très simple, amande et orange confite. Et la petite chose à côté, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une crème très légèrement vanillée, très peu sucrée. Tu goûtes, comme ça tu l'as à la bouche, qui est tapissée
Oui. Sur la longueur et la persistance, tu manges. Et tu regoutes. Crème crue vanillée. Rien que la crème crue rend le kouglof presque plus sucré. Mais ça fait sortir l'orange à la fin, t'as l'orange qui ressort, c'est incroyable. C'est fou, hein? Ah mais incroyable. C'est le vin au service du plat, le plat au service du vin, c'est la clé, c'est l'intention, qu'on soit au gastro, qu'on soit au bar. Moi j'ai la brioche qui te pète à la gueule après ça. Ah non, mais Chronologiquement, en fait, la surprise, c'est la première des émotions. Ouais, bien sûr. Donc, tu es surpris par ça, ça peut te décontenancer, te déstabiliser, mais au final, waouh, tu dis, mais vas-y, surprends-moi plus. Alors, quand tu vois tous les assemblages possibles, les différentes possibilités de cuisine, c'est pour ça que c'est aussi passionnant de recevoir, de partager ces choses-là. Tu n'as jamais essayé ça avec ça, regarde, tu vas voir, c'est incroyable. Gillette, tu dis, ok, on a pu faire Ikiem, Suduiro, tellement de très beaux. Ça, personne ne connaît. Si tu l'as jamais bu, ici, tu vas peut-être pouvoir le voir. Oui, bien sûr. T'es pas sur du bois, t'es sur cuve béton, quoi. Parce que ça, c'est pareil, il faut préciser. Quand tu parles d'élevage, y compris des vignerons, il y a des gens qui font une confusion. Oui. C'est-à-dire que l'élevage, c'est pas du bois. L'élevage, c'est le temps de contact du vin avec ses lies. Ok. Ça va avoir deux impacts. Le temps en contact avec les lies permet d'une part de transformer l'éthanol qui brûle en glycérol qui glisse, et d'autre part de développer la complexité aromatique. En gros, la vinification, c'est maternelle, primaire, collège, l'élevage, université, grande école, etc. C'est là où tu vas acquérir de la complexité et sublimer. Ça veut dire aussi que tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'université, s'il a été bien élevé, pour faire quelque chose de... Ouais, bien sûr. Ouais, c'était captivant. Waouh. Bon, chocolat alors. Alors, j'en changerai évidemment à table, parce que j'aime bien jouer, mais on va jouer en simplicité. Ça, faut filmer ça. J'adore, en simplicité. Écoute, évidemment. Ça n'existe pas en bouteille, donc moi, je ne vais pas m'arrêter à un 6 litres. On est sur un Tony, donc c'est un vin qui est parfaitement, je dirais, vacciné contre les ravages de l'oxygène. Et donc, en fait, c'est juste génial d'arriver à table avec un format de ce niveau-là, parce que c'est les formats d'exception, c'est les tailles de bouteilles qu'on n'ouvre jamais seul, qu'on n'ouvre pas à 2, qu'on n'ouvre même pas à 6. Non, 6 litres. On est sur donc un dessert qui a le mérite en tout cas d'être sans gluten, basé vraiment sur un cacao avec une très très belle intensité, une grosse profondeur, une espèce de praliné type géant du Jap, donc qui va amener, donc c'est peu gras, c'est peu sucré, on a mis juste une petite pointe de sel, et là ça crée une espèce de salivation qui est incroyable. En devenant papa, en fait, on apprend des choses à ses enfants, mais si tu observes tes enfants, ils t'apprennent des choses. Et quelquefois, sans même que tu t'en rendes compte, ou en tout cas, bon, moi, j'ai expérimenté avec eux, je pourrais te faire la tête de chaque saveur. Est-ce que ça va jusqu'à quand tu as des clients qui font une tête, tu peux te dire... Ah oui. C'est ça? Ça va jusque-là, où je suis même capable de leur faire. Je peux leur faire des bruits de bouche quand je te parle, je te un muscadet, c'est vachement fluide et ça fait un... Alors si je te fais un morceau, un sauterne qui est beaucoup plus gras, ça va faire un... C'est pas le même son. Ouais. Donc il n'y a pas grand-chose en fait qui me freine tant que c'est au service de l'expérience, au service du plaisir des gens, dans le fait de se dire je suis en train de vivre quelque chose d'unique et qui potentiellement va peut-être m'enrichir et peut t'oublier, et puis après je parlais de la pastèque, l'été prochain, je mange la pastèque, je me bouche les oreilles, j'ai compris, j'essaye, ah ouais c'est incroyable. Et puis après tu le partages avec les autres, puis ça fait boule de neige. Et ça c'est magique. Et donc avec les enfants, le truc c'est, ce que j'ai compris, c'est que, allez, il y a 5 saveurs répertoriées. D'accord ? C'est-à-dire que, d'un point de vue cérébral, avec des tests qui ont été faits, parfaitement scientifiques, il y a 5 saveurs. Une saveur, c'est ce qui fait saliver. Donc en gros, le métal ne fait pas saliver. Ça a une espèce de sensation, un goût, mais c'est pas une saveur. Le piment, il passe d'une saveur. Parce que le piment, il va actionner en fait nos capteurs thermiques qui sont sur la langue. C'est tout ce qu'il fait. Et donc on ne salive pas. Donc les saveurs, ce qui fait saliver, il y en a 5 officiels. J'enlève umami.
Quand je dis j'enlève umami, parce que pour moi, umami n'est pas une saveur. C'est la combinaison, le sel en premier, le sucre en deuxième, et peut-être même voire même des amers. Donc, je mets juste umami de côté. Je ne dis pas que je l'enlève, je la mets de côté. Mais sinon, les 4 saveurs existentielles, c'est sucré, salé, acide, amer. Dans cet ordre-là. C'est très important parce que c'est un ordre chronologique. La première saveur que tu apprends, c'est le sucre, parce que c'est le lait maternel. Deuxième saveur que tu apprends, c'est le sel, parce que les larmes sont salées. Troisième saveur que tu apprends, c'est l'acidité, parce qu'elle est dans ton estomac, régurgitation, vomissement. Et là, on est encore au stade du bébé. Et la dernière saveur que tu apprends, c'est l'amertume, parce qu'elle est externe au corps et elle symbolise pour l'humain, comme pour l'animal, ce qui lui est toxique ou médicinal. Donc c'est une saveur qui va s'apprendre, soit pour se soigner, ou soit pour pour se protéger et ne pas abuser de cette saveur. Et en fait, ce qui est juste génial, c'est qu'un plat ou un vin, les meilleurs, tu as les 4. Parce que quand tu as du plaisir, de l'émotion, de l'expérience et de l'apprentissage, what else? Tu as tout. Tu as tout ensemble, l'un dominant l'autre, etc. Du plaisir, sans expérience, sans apprentissage, sans émotion, ça n'a aucun intérêt. Tu manges un morceau de sucre, tu n'as qu'une envie, c'est de rincer. Si tu as de l'émotion et du plaisir, caramel, beurre salé, tu en manges un, tu peux manger le paquet. Et si tu veux apprendre quelque chose, tu as besoin d'avoir du plaisir pour apprendre. Bien sûr. Et pour supporter les amers, il faut acter une espèce de sucrosité en face. C'est pour ça que les liqueurs, les médicaments sont sucrés pour nous permettre de tolérer ces amers qui sont assez marqués. Alors, ce qui est génial avec un Tony, on part à la fois sur le praliné et sur l'orange confite. Et c'est comme si, sur un dessert comme celui-là, qui a une forme de profondeur, presque quand je parlais de synesthésie, de noirceur gustative, d'obscurité gustative, c'est que là, tout à coup, tu éclaires avec un zeste d'orange, avec une toute petite touche de noix. Et c'est comme si je jouais à l'ingrédient avec le vin que j'apporte. Ah ouais! Et là, c'est pareil. La manière dont, en fait, presque le dessert désucre le vin. C'est-à-dire que tu te retrouves plus sur l'orange, la partie noix, etc. C'est-à-dire que cette richesse, elle s'estompe, les vins se répondent, tu as une longueur suffisante pour, même si le chocolat est là, ça alterne, ça bouge. Un plat change un vin, un vin change un plat. Et, bon, après, ta sélection, là, oui. cette chose, déjà... C'est pas n'importe quel plateau. Voilà. Mais c'est pas n'importe quel dessert, c'est pas, enfin je veux dire, c'est aussi ce qu'on recherche ici, c'est que tu as un détail et tu as une recherche de la perfection qui est partout. C'est évidemment. Mais on peut s'amuser à accepter d'être imparfait. Vas-y, cuisine, fais-le, plante-toi à fracasser ta noix de Saint-Jacques, fais-le. Tu comprendras à quel point, de toute façon, ça réclame un savoir-faire. Et peut-être que tu vas encore mieux respecter ceux qui font, ou alors tu vas juste progresser pour en atteindre le niveau, ne serait-ce rien que pour toi, pour le propre plaisir, bien sûr. Mais tu vas tout consommer avec respect. Parce que la clé, elle est là, c'est respecter ce qu'on mange, ce qu'on boit, l'artisan qui a fait, celui qui l'a sélectionné, celui que tu invites, tu les respectes. C'est la clé. On aime amener les gens en cuisine pour qu'ils voient rencontrer les cuisiniers. On a envie que les gars qui arrivent, qu'on fait 12 heures dans la journée, transpirer, parce qu'il faut voir l'été, quand tu es face au fourneau, qui fait 50 degrés, t'en peux plus, et les gars, ils sont là, ils sont à la clim, tranquilles, ils mangent, etc. Vas-y, viens leur dire bonjour, leur dire merci, parce que tu peux dire merci au chef qui a énormément de talent. Ok, d'accord. Toutes les petites mains derrière. Bien sûr. C'est un travail d'équipe de toute manière. C'est un travail d'équipe. T'es rien sans ton équipe. C'est clair. Évidemment. Évidemment. Et ça vaut aussi bien pour la cuisine que pour la salle. Pour tout. Oui, bien sûr. Moi, je me permets d'être là parce que j'ai des gens qui sont derrière. Ça n'est pas possible. J'imagine que j'ai la capacité d'exprimer, de porter quelque chose, mais sans les autres. Oui, évidemment. Je suis personne. Évidemment. Et encore une fois, là et ça, tu vois, le combo prend une dimension supplémentaire. Oui. Et sans ça, c'est pas la même expérience. Non. C'est pas le même truc. Tu vois. C'est pour ça que je dis là aussi la complémentarité entre la salle et la cuisine. Aussi à ce niveau-là. C'est très à la mode, mais j'ai presque envie de te dire, l'accord Mazelin, c'est quantique. 1 plus 1 fait 4, ça fait 3. Ça défie les lois des mathématiques. Je dis souvent, quand les gens me disent « Ouais, machin, j'achète mes vins en supermarché, etc. » T'achètes tes vins où tu veux, quand tu peux, etc. Mais si tu veux vraiment avoir un service, va plutôt chez un caviste. Pourquoi ? Parce qu'un caviste, c'est un ostéo. En fait, c'est quelqu'un à qui t'assumes d'être en slip.
j'y connais rien, voici ce que j'ai à dépenser, c'est ça que je mange ce soir, qu'est-ce que tu me conseilles? Personne dans un supermarché pour t'accompagner de cette manière-là. Et l'intention, souvent, quand tu es passionné, elle n'est pas dans le faire « je vais lui prendre son pognon ». Non, c'est bien sûr, je veux bien te sûr, servir. bien sûr, bien Moi, sûr. souvent, on m'a dit c'est quoi oh, il est œnologue. Non, je suis sommelier. C'est quoi la différence? Ben, un sommelier, c'est un pharmacien, c'est dis-moi où t'as mal, je vais essayer de te faire du bien. Et un œnologue, c'est un obstétricien, il va accoucher du vin. C'est un autre métier. Alors après, on peut avoir des niveaux de connaissances équivalentes, bien après sûr, beaucoup plus bien techniques sûr. pour un œnologue. Il y a moi, par exemple, des vins que j'ai sur ma sélection qui ne sont pas les vins que moi j'ai envie de boire, mais qui vont répondre à une catégorie de clients. Et je peux t'assurer d'un truc, c'est que quand je sers des choses que j'aime à quelqu'un qui me dit qu'il les aime pas, il suffit que je change et que je sers quelque chose que j'aime pas pour qu'il l'aime. Juste parce que voilà, on n'est pas dans la même niveau de référence. Et moi, je respecte ça. Je suis libraire, tu me dis oh, vous n'avez pas le dernier oui-oui, bah, je ne vais pas te servir Stendhal ou Guerre épais, mais à moi de trouver une lecture qui va correspondre à ton envie, ton humeur, tes besoins, ton budget, etc. On a quelquefois un peu de mal à parler trop de budget, alors que c'est la première des choses à considérer. Oui. Ah oui. C'est important. Ouais. Parce qu'on peut se régaler même à prix accessible. Et ça, c'est aussi ton taf. Ah bah oui. Ah oui. Moi, ma fierté, c'est hop, la bouteille la plus chère, elle est de 15 000 € avec le Montrachet du domaine de la Ravenne-les-Conti, mais j'ai un premier Côte-du-Rhône qui est à moins de 40 €. Et je peux te promettre qu'à 60, à 70 ou à 80, je peux te sortir des trucs dont tu te souviendras toute ta vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment, à 100, à 200, à 250, à 500, il y a encore des choses. Mais après, c'est parce qu'on a passé un stade, passé un niveau qui fait qu'on a d'autres attentes et d'autres ambitions. Et moi, je veux pouvoir répondre à n'importe quel type de situation. Et après, ton système effectivement de verre là, sur le Sauterne, ça te permet aussi de pouvoir, comme tu le disais, découvrir des vins où tu dis je ne pourrais jamais me payer la bouteille. Par contre, effectivement, quelques centilitres pour vivre une expérience. Voilà, l'idée, c'est chaque situation, on doit pouvoir dire voilà, viens, on va t'emmener au plus haut. Mais c'est ça qui est admirable dans ton travail, je trouve. C'est que tu arrives à démocratiser des vins, des expériences où, comme on se disait avec Giorgio, tu disais, je ne peux pas venir ici, puis au final, tu dis, mais en fait, l'expérience est dingue et on n'est pas sur des prix, etc., etc. Et même pour quelqu'un qui est limité, peut déjà ici vivre une expérience qui est unique. Et il y a un truc, c'est que, parce que ça, c'est pas enseigné. On ne sait pas faire la différence entre ce qui coûte cher et ce qui coûte de l'argent. Ce qui coûte cher, c'est quand il n'y a pas de plaisir, c'est quand il n'y a pas de souvenir. Dans bien des cas, ce qui coûte cher, c'est une pizza, un peu de pâte à pain, 2 cuillères de sauce tomate, 3 morceaux de jambon, une olive. Et tu payes ça une blinde, et ça gêne personne. Par contre, tu as les gars qui ont bossé 10-15 heures dans la cuisine pour préparer ceci, un vigneron qui s'est levé le matin, qui a pris des milliers de décisions, qui a fait des millions de gestes. On dit « Oh, c'est cher ». Non. Mesure le boulot qu'il y a derrière. Et ça, c'est la clé. Et si en plus t'en as un souvenir, c'est hyper satisfaisant. C'est une expérience dans le bon sens du terme qui est aussi bien sensorielle, émotionnelle, olfactive, etc. Tout participe à te dire voilà, je suis dans un cocon, tu vois. On est bien ici dans un petit cocon. Parce que c'est peut-être une des plus belles manières de se sentir vivant. Et ça, si la table est au centre en France, c'est pour ça. C'est parce que s'il y a une hypothèse, c'est que sera l'après, on s'en fout. C'est ce qu'on fait maintenant. Tu fais quoi dimanche prochain? Et même souvent, on est là en train de manger, on pense à l'après du prochain menu. Et le précédent repas et le suivant, et voilà. Et on parle. Et ça évite de parler d'autres choses, d'autres sujets qui fâchent. Alors que ça, c'est universel et ça fâche pas. Et là, c'est magique. Et on communie. Ça veut dire qu'on est ensemble, vraiment. Donc c'est précieux. C'est vraiment précieux. J'avais plein de questions, mais on vient de faire 3 heures, 4 heures, 5 heures, je sais pas. Il y a toutes les questions, tu as répondu à toutes les questions, je vais pas te les reposer, ce serait complètement couillon. Ah, c'était bien. C'était merveilleux, on a passé un moment, je disais la parenthèse enchantée. C'était super. Magnifique. Mille merci. Ah, c'est moi. C'était cadeau? Ouais. C'est pourquoi? Non. Parce que là, j'ai l'impression, en fois, d'avoir pu livrer, d'avoir eu le temps de livrer. Ce que j'ai livré pendant des années quand je faisais des formations pour tout le monde, etc. Et
Et est-ce que je peux dire peut-être, allez, un bout de tout ça à chaque table, etc. C'est comme s'il y a une espèce de compilation. Oui. Ma vie ne compte pas, mais c'est presque mon leg. Quand je dis Oui, ça, mais c'est-à-dire que bien sûr. arrête de te prendre la tête, cherche pas, regarde, ça, je te l'offre, je te le livre, c'est pour toi. Fais-en parce que fais-en, Bon usage, ça devient tien. Parce que tu vis plus pareil. Moi, je sais, j'ai des amis très proches que j'adore, Cédric dans le sud. J'ai des gens comme ça que j'aime profondément et entre guillemets qui adorent ce que j'ai pu dire ou dire ouais, comme une espèce de curé. Je suis pas un gourou moi. Et qui en fait, voilà, comme je disais, je sauve pas des vies, mais d'une manière ou d'une autre, tu impactes la consommation, la conscience. Ouais, la conscience, bien sûr. L'expression, la sensorialité. Manger ou boire moins, mais manger et boire mieux. Voilà. Des petites choses comme ça qui sont importantes. De le faire en conscience. Bien sûr. Quand je donnais les formations, plusieurs fois, j'ai eu des sophrologues. C'est incroyable ce que vous faites. C'est exactement ce que nous, on fait en cabinet. Puis là, tu te dis, au prix où ça coûte, j'aurais peut-être me reconvertir, tu vois. Mais non, je pense que en fait, la façon, tu vois, dont on peut le faire, c'est justement l'intention. Tu vas au restaurant, c'est pour dépenser quelque chose, etc. Ça, c'est inclus dans le forfait. Tu vois. Non, mais on est dans le partage, on est dans l'échange. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Hein. Oui, je comprends. C'est pour ça. Oui, toi, t'es un passeur de témoins. Ben oui. Parce que moi, je trouvais que c'était important de montrer aussi votre. Tu parlais de curé, peut-être foi, parce que quelque part, c'est une foi. Hein, oui. Tu sais, moi, on me dit, la première chose qu'on m'a toujours dit, c'est t'es un enthousiaste. Tu prends la racine de l'enthousiasme, les racines grecques, c'est habité par Dieu. Aux États-Unis, ils étaient comme des oufs. En fait, je rigole parce qu'on vient de faire une conclusion il y a 5 minutes. Alors j'espère, d'abord, on va remercier chaleureusement Fabrice pour le temps qu'il nous a accordé parce que c'est un épisode un peu fleuve. Qui dit fleuve dit liquide, qui dit liquide dit sommelier d'ailleurs, donc la boucle est bouclée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cet épisode. Merci Fabrice pour tout, pour ta gentillesse, pour ta disponibilité, pour la passion que tu as témoignée, mais vraiment de tous les instants. C'est un vrai plaisir de venir ici, de voir Fabrice, parce que, voilà, hein, vous l'avez vu, hein, c'est un homme tellement sincère, tellement entier. Mille merci Fabrice. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on like? Non, qu'est-ce qu'on fait quand on aime? On like, on partage, on commente. Abonnez-vous. Si vous voulez voir d'autres métiers aussi de la restauration, n'hésitez pas, des artisans, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, ça m'aide beaucoup pour ensuite aller les voir. J'ai plein d'idées derrière la tête parce que voilà, hein, il faut bien vous proposer des petites choses un peu nouvelles comme cet épisode là hors série. Donc je vous souhaite les enfants, les amis, une belle semaine, régalez-vous. À toutes, c'était Toto pour les chefs se mettent à table à vendredi prochain.